Mesdames, Messieurs, je suis David Guillet, directeur du patrimoine et des collections du château de Fontainebleau, et j'ai le plaisir d'introduire la conférence de Nicolas Fievé, que je vais tâcher de vous présenter en quelques mots, mais sans trop différer le plaisir que vous aurez de l'entendre. Nicolas Fievé est historien de l'architecture et des jardins, mais la formule est maladroite puisque ses travaux ont précisément pour objet de ne pas dissocier ces deux domaines l'un de l'autre au risque d'en trahir le sens. Directeur d'études à l'École pratique des hautes études, à l'EPHE, ancien directeur du Centre de recherche sur les civilisations orientales, il consacre ses recherches et ses publications, son enseignement aussi, au Japon, où il a fait de très nombreux et très longs séjours. Architecte de formation, il aborde l'architecture japonaise, celle des maisons rurales comme celle des demeures aristocratiques, avec sa sensibilité d'architecte, mais aussi à la lumière des sources et documents les plus divers et en accordant une place essentielle au travail dit de terrain, ainsi qu'en explorant des textes théoriques contemporains. Ses travaux ont porté notamment sur les pavillons de thé, sur l'urbanisme du Kyoto médiéval, à l'atlas duquel il a contribué de façon déterminante, sur les jardins des demeures aristocratiques aussi. À vous qui êtes venu l'entendre et à lui qui est si sensible à l'idée d'esprit des lieux, je me permets juste de rappeler que nous sommes réunis ici à proximité de ce qu'on appelle aujourd'hui Jardin de Diane, qui fut longtemps, sous les Valois notamment, le Jardin des Reines, et qui, sous Henri IV, était bordé d'une volière et d'une orangerie. L'orangerie était encore là au milieu du XIXe siècle, ce qui fait peut-être un lointain écho au propos de la conférence qui nous réunit. Je vous remercie et je vous souhaite un bon moment. Merci, merci Monsieur le Directeur pour votre présentation. Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. Alors, tout à l'heure, s'il y a des questions, je ne vous vois pas du tout parce que j'ai un spot dans l'œil. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, à lever la main. Je vais donc vous parler aujourd'hui. On m'a demandé de faire une conférence sur les jardins japonais et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de présenter un jardin que l'on peut connaître encore aujourd'hui parce qu'il en existe encore les vestiges, des beaux vestiges même, dirais-je. Mais ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est comment était ce jardin à l'époque des seigneurs qui l'habitaient au XVII, XVIII et jusqu'au début du XIXe siècle. Alors, pour introduire le contexte, excusez-moi, je regarde, voilà, on a des délais à tenir. Pour présenter le contexte historique, donc à l'aube du XVIIe siècle, le guerrier Tokugawa Ieyasu et les troupes qui s'étaient ralliées à lui remportent la bataille de Sekigahara contre les troupes de l'Est du Japon fidèles au clan Toyotomi. 3 ans plus tard, ce guerrier est fait Seitai Shogun, c'est-à-dire grand général littéralement en charge de la pacification des barbares, titre suprême qui lui est accordé par l'empereur. Ces deux événements, la victoire de Ieyasu et sa nomination au titre de shogun, donc du chef militaire du pays, inaugurent une nouvelle ère pour le Japon, une ère de paix qui va durer 2 siècles et demi et qui vient après une longue période de conflits armés entre les seigneurs du pays. Dans cette nouvelle ère que l'on nomme aujourd'hui époque d'Edo, du nom de la nouvelle capitale politique, l'actuelle Tokyo, le seigneur domanial possède un fief, bien sûr, dont la valeur est alors estimée à partir de la production annuelle de riz. Et pour vous donner une idée des rapports de force économiques, le shogunat, donc le gouvernement, dispose d'un peu moins du quart de la production nationale de tout le pays, et les autres seigneurs se partagent les 75% restants. La cour impériale de Kyoto, donc les anciens nobles de Kyoto qui avaient été les artisans de l'art des jardins au Japon pendant des siècles,
n'en possède que 0,3%, répartis pour un quart pour la maison impériale et aux 3/4 pour les vieilles familles nobles de Kyoto. Quant aux établissements religieux, les temples bouddhiques, les sanctuaires shinto, ils représentent 1,3% des richesses du pays. Ceci pour vous dire, ces chiffres montrent l'extraordinaire suprématie économique sans partage de ces seigneurs de Manyō et des Tokugawa, dans lequel les aristocrates et les temples n'ont plus véritablement les moyens de financer de luxueux palais ornés de riches jardins paysagers, comme cela avait été pendant toute l'histoire du Japon. Et donc le shogunat, mais aussi le seigneur de Manial à l'échelle de son domaine, de son fief, deviennent ainsi les véritables mécènes de l'art des jardins à l'époque d'Edo. Alors venons-en maintenant à la famille qui nous intéresse. En 1601, en récompense de ses victoires sur le champ de bataille, le seigneur Ii Naomasa, vassal de Ieyasu, reçoit le domaine de Hikone, au centre du pays, sur la rive est du lac Biwa. Alors l'exemple de cette famille est très intéressant. C'est une famille puissante, certes, mais dont le revenu n'atteint que le tiers de celui des plus riches seigneurs du pays. Donc c'est un daimyo moyen en termes de puissance économique. Néanmoins, les Ii possèdent à Edo une résidence principale, bâtie dans le quartier de Sakakura, qui est le long de l'enceinte du château du shogun, qui couvrait 6,5 hectares. Non loin de cette opulente demeure, dont vous avez un plan devant les yeux, toujours dans le quartier de Sakakura, il possédait également une résidence dite intermédiaire, où logeait le seigneur retiré, une partie de la famille, les enfants, et qui était occupée par ailleurs de nombreux logements pour le personnel et pour la garde. Cette résidence faisait, elle, 5 hectares. La famille Ii possédait enfin, près du port, une troisième propriété que l'on appelait la réserve, utilisée pour le stockage des denrées. Le seigneur y faisait entreposer le riz d'une année complète. Et puis, cette propriété abritait aussi des maisons pour le personnel, des lopins de terre cultivés. La plus vaste des propriétés à la capitale shogunale était la résidence de plaisance dans le faubourg de Sendagaya. Elle couvrait une superficie de 60 hectares. Aménagée à partir de 1640, à l'emplacement, ceux d'entre vous qui connaissent Tokyo, de l'actuel parc du sanctuaire de Meiji, elle comprenait un palais, une dizaine de maisons de thé implantées autour d'un lac. On n'en a qu'un plan, que je vous montre en noir et blanc, qu'environnaient des bois de pins et des champs. Les Ii possédaient une autre villa de plaisance sur un terrain tout aussi vaste, près de 50 hectares, à l'emplacement de l'actuelle université de Waseda, mais malheureusement, aucun document ne nous permet de reconstituer l'état de cette demeure. Dans son fief, à Hikone, le seigneur Ii entreprend en 1604 la construction d'un château fort, dont la pièce maîtresse, vous le voyez en haut de cette peinture, était un donjon ceint de plusieurs cercles de murailles et de douves. Ce donjon, l'un des plus anciens du Japon, il est achevé en 1607. Il existe toujours, il est toujours debout. En 1620, alors que la paix est définitivement revenue dans le pays, un palais est édifié au pied du château. Ce que l'on voit donc sur l'illustration. Est-ce qu'on voit ma flèche? Non, on ne voit pas ma flèche, tant pis. Donc, en dessous de palais principal. Donc, ce palais comprend le palais officiel, où sont aménagés les bureaux de l'administration du fief et les salles d'audience, et une partie privée pour le seigneur et sa famille, dont les pavillons se dressent au milieu de plusieurs jardins. Non loin de là, le quatrième seigneur Naoki entreprend en 1677 les travaux d'aménagement d'une résidence secondaire et d'un jardin aménagé sur un terre-plein artificiel au nord du château.
Cet ensemble architectural était ainsi entouré d'eau, et depuis les pavillons, on pouvait admirer la vue sur, sur le haut de la photo au nord, un lac intérieur qui s'appelait, puisqu'il est maintenant comblé, le lac Matsubara, et sur la gauche de votre photo, directement sur le grand lac Biwa, qui est le plus grand lac du Japon. Le plan du parc est bien connu à partir du XVIIIe siècle, grâce à un ensemble de documents conservés aux archives du château et que j'ai pu consulter à loisir. Des plans, des vues en perspective cavalière, dessinés à l'occasion des réaménagements successifs du jardin, jusqu'au dernier remaniement qui a eu lieu en 1812-1813, alors que le 11e seigneur Naonaka se retire de la vie publique. Donc il quitte ses fonctions, il avait des fonctions de conseil des anciens, donc un conseil qui était très proche du shogun à Edo, et il retourne à Hikone où il va finir ses jours. Alors, comparé aux 60 hectares de la résidence de plaisance d'Edo, ce jardin qui ne faisait qu'un peu plus de 3 hectares et de dimension modeste, ce qu'explique le fait qu'il soit bâti à l'intérieur des douves du château. Donc là, c'est une photo du début du XXe siècle, prise du donjon, où on voit le jardin en bas, dont je vais vous parler, et à l'arrière, le lac Matsubara, qui aujourd'hui n'existe plus. Il a été asséché. L'ensemble du site est demeuré fort bien entretenu jusqu'à la restauration de Meiji en 1868, mais après l'abolition des domaines au cours des années 70 et le décret gouvernemental qui, en 1873, ordonne la destruction des anciens châteaux, l'essentiel des propriétés shogunales, et notamment les palais, ont disparu au Japon. Ils ont été détruits ou, très souvent, les matériaux ont été vendus au poids comme matériaux de construction. Alors, dans le cas de Hikone, les 2 palais, principal et secondaire, ont été entièrement supprimés, détruits dans les années 1870, mais le donjon subsiste, on le voit sur cette photo, une partie des fortifications et une partie du jardin Genkyuen, donc de la résidence secondaire, avec quelques maisons de thé que vous voyez sur cette image. Alors, venons-en à notre jardin. Ce jardin promenade autour du lac est aujourd'hui communément appelé Genkyuen, parc Genkyu, un nom prononcé Chuangong en chinois, et qui est le nom d'un ancien palais détaché impérial de la Chine ancienne, dont le nom évoquait pour les Japonais le monde paradisiaque des immortels du taoïsme. La maison de thé principale, donc le pavillon principal de ce jardin, était dénommé le belvédère sur l'étang, Rinchikaku, communément appelé par ailleurs pavillon aux 8 paysages, Hakkeitei, un nom, 8 paysages, qui évoque le dispositif scénique de 8 scènes particulièrement remarquables que l'on peut contempler depuis le pavillon. Alors, ce motif des 8 scènes, parce qu'on a très peu de documents sur ces 8 paysages, et donc m'a beaucoup intrigué, et donc mes recherches m'ont mené. Le motif de 8 scènes paysagères représentatives de la beauté d'un lieu est hérité de la Chine. Très connu en poésie depuis la période ancienne, ce motif est inspiré par les paysages renommés des 8 vues de Xiaoxiang. En Chine, les 8 vues de Xiaoxiang, donc je vous montre ici une peinture, alors c'est une peinture du XIIe siècle, elle est difficilement identifiable,
rassemble 8 paysages lacustres de la province du Hunan, à l'endroit où les rivières Xiao et Xiang se rencontrent. Et ce thème a été chanté en poésie et est très connu dans les milieux lettrés chinois. À l'époque des Song du Sud, donc au XIIe et XIIIe siècle, sa diffusion est élargie au cercle des moines bouddhistes, ainsi qu'à l'Académie de peinture. Donc on va commencer à peindre ces sites à la cour impériale de Chine, et c'est à cette époque qu'il est introduit au Japon comme thème pictural. Ce qui est intéressant, c'est que les 8 vues de Xiaoxiang deviennent alors, dans le Japon médiéval, au XIVe, XVe siècle, l'un des sujets les plus représentés dans la peinture de paysages monochromes. Adaptés sur des supports variés, en Chine, on n'a que des peintures sur rouleau, comme je vous ai montré précédemment. Là, vous voyez par exemple une paire de paravents attribuée à Xu Bun, donc un des grands peintres du XVe siècle. On va retrouver de très nombreuses peintures de ces 8 scènes de Xiaoxiang. Il y en avait même au palais du shogun. On en conserve une esquisse seulement, puisque le palais a été détruit à Edo, donc, et on en conserve une esquisse au Musée national de Tokyo. Inspiré par la renommée de ce paysage lacustre, considéré au Japon comme exotique, beau et lumineux, les Japonais établirent sur ce modèle une sélection de 8 paysages renommés du lac Biwa. Et c'est là où ça devient intéressant pour nous, que l'on appelle les 8 vues de Oomi. Oomi désigne les alentours du lac Biwa, Omi-Hakkei. Un thème très prisé dès le XVIIe siècle parmi les élites, comme le montre ce paravent peint par Kusumi Morikage au XVIIe siècle. Au XIXe siècle, le thème a atteint une très grande renommée au Japon, et peut-être que certains d'entre vous connaissent cette série d'estampes de Hiroshige, de Utagawa Hiroshige, datée de 1857, qui représente chacune de ces 8 vues célèbres d'Omi. Alors, les correspondances littéraires des 8 paysages, des 8 vues chinoises de Xiaoxiang avec la série des 8 vues de Omi est clairement établie. La première étant une transposition au Japon, dans le paysage du lac Biwa. Je prends quelques exemples. Donc, dans la poésie classique chinoise, on a une des scènes très célèbres et qu'on va retrouver en peinture, qui est « Brume sur le village de montagne », Sanchi Seiran. On va avoir, dans les 8 scènes du paysage du lac Biwa, une brume de montagne sur la baie d'Awazu. Je prends le second, pluie nocturne sur Xiaoxiang, pluie nocturne sur Karasaki au Japon, retour des voiles d'un lointain rivage en Chine, retour des voiles à Yabase au Japon, etc., etc. Donc les Japonais, en fait, ont copié les poèmes chinois pour faire des poèmes japonais et ont copié les peintures chinoises pour adapter au paysage du lac Biwa ces 8 célèbres vues de Xiaoxiang. Alors, pour en revenir à notre jardin Genkyoen, malheureusement, on manque de documents historiques qui nous diraient précisément quelles sont ces 8 vues du jardin Genkyoen qui, en tout état de cause, sont des transpositions des 8 vues des pourtours du lac Biwa. Néanmoins, on a d'autres documents qui nous donnent une liste de 10 sites pittoresques, les Genkyoen Jusho. Un ensemble de paysages remarquables. On a plusieurs séries de poèmes des seigneurs Yi qu'ils ont composés sur ces scènes remarquables du jardin, dont plusieurs correspondent directement à des équivalences, je vais y revenir après, dans le jardin de scènes paysagères du lac Biwa, transposées dans le jardin du Genkyoen.
On a plusieurs vues cavalières du Genkuen qui sont assez tardives pour le réaménagement de 1813, dont je vous montre cette photo. Alors, ce n'est pas pour me montrer en pleine activité, mais c'est pour vous montrer la taille de ces magnifiques documents, qui dépeignent, et c'est là où c'est intéressant, avec précision nos 10 sites du jardin. Selon ces documents, on va donc pouvoir reconstituer la composition du jardin à l'époque des seigneurs. Celui-ci présente un ordonnancement. Alors, ce jardin présente, un ordonnancement tout à fait représentatif pour l'époque de ce qu'est un jardin seigneurial. On va retrouver ça dans d'autres jardins, organisé autour d'un plan d'eau. C'est le premier élément. Une forme que les historiens nomment jardin, promenade, source, étang. Chisen Kaiyu Shikiteien. Kaiyu a le sens de vraiment, c'est l'excursion, la balade que l'on fait. On part d'un point et on revient à son point de départ. Et donc, il y a l'idée d'une circumambulation autour du lac, qui est le propre de ces jardins de seigneurs domaniaux. Donc, un réseau de chemins, on le voit, permet de faire le tour du lac, de s'en approcher, de s'en éloigner, tout en flânant au milieu de paysages variés que l'on admire en traversant les ponts, en accédant à une île, en gravissant des petites collines artificielles pour atteindre tel pavillon ou tel petit temple. Alors, au Genkuen, le point de départ et le pavillon là, qui se trouve dans la partie en bas, un petit peu à gauche de la gravure, sur laquelle je grossis maintenant. C'est dommage, je n'ai pas de pointeur. C'est donc notre belvédère sur l'étang, une maison de thé faite d'un pilotis sur l'eau. Le plan de 1813 montre 2 barques amarrées à proximité de ce pavillon, comme vous le voyez sur cette image. De là, une coursive, celle qui vient vers nous, si vous voulez, donne accès depuis ce pavillon à une colline artificielle au sommet de laquelle est édifiée une seconde maison de thé. C'est la terrasse du Phénix volant. De ce pavillon, il était possible de contempler au loin les cimes enneigées du mont Ibuki, qui se trouvait à une vingtaine de kilomètres de là, au-delà du lac Matsubara, comme le mentionne du reste une des inscriptions de ce plan. En effet, depuis cette maison de thé, qui existe toujours, donc là j'ai pris ma photo depuis la maison de thé, on est au-dessus, on ne se rend pas bien compte sur la photo, mais on est au-dessus de la maison de thé qui est plus bas, et autrefois il n'y avait pas ces arbres au fond, et on avait la vue directe sur le lac et sur les monts lointains. Donc l'idée de paysage lointain et dans sa relation avec le jardin était importante. En fait, du pavillon aux 8 paysages d'en bas, on a une vue sur les points importants du jardin autour du plan d'eau, et du pavillon surélevé, on avait davantage une vue sur les paysages lointains alentours. Un riche panorama, j'ai trouvé d'autres documents dans les archives du château, comme cette peinture qui montre justement l'ensemble des sites autour du lac Matsubara et du lac Biwa, et notamment dans les montagnes, tous les sites importants, dont le sanctuaire shinto dédié aux mânes de la famille Ii. Au centre de l'étang, la pièce maîtresse est le rivage des grues cendrées, Kakumei Nagisa, une île artificielle placée dans l'axe du belvédère sur l'étang en direction du nord-est, d'où, on le voit sur cette image, jaillissait une chute d'eau. Alors, la mention de la grue cendrée est une évocation à la fois des 8 vues de Xiaoxiang, puisqu'on a une descente des oies sauvages ou des grues sur la grève. Elle évoque aussi, là encore, et on va le retrouver à plusieurs endroits du jardin, une île des immortels du Tao, comme le montre le traitement paradisiaque
de l'île, avec chute d'eau, abricotiers de Chine, cerisiers, roches dressées donnant l'allure d'un îlot escarpé, qui est toujours, que ce soit en poésie, en peinture ou dans les jardins, un motif qui évoque les îles paradisiaques des immortels. Le plan, enfin ce document sur la pierre là, indique la hauteur de la pierre, 1jo 3 shaku 9 sun, c'est-à-dire 4,50 m environ de hauteur. La chute d'eau était alimentait l'étang, bien sûr, mais il y avait par ailleurs au sud-est du jardin un réservoir d'eau, lui-même alimenté par une dérivation d'une rivière en amont, à quelques kilomètres, qui faisait qu'à l'époque d'Edo, il y avait une eau courante dans ce plan d'eau qui s'écoulait après directement dans le lac Matsubara. Alors, si j'entreprends ma promenade autour du lac, on voit que depuis les maisons de thé, juste au-dessus, on peut... C'est vraiment dommage que je n'ai pas ma flèche. Non. Bon. On peut emprunter 2 ponts successifs qui permettaient de rejoindre la berge nord. Sur la gauche, au milieu de la rive, il y a un pin blanc du Japon. Je vais grossir donc la partie gauche de la photo. La mention indique pin à 5 aiguilles, Goyo Matsu. Il s'agit là du pin blanc du Japon, le Pinus parviflora, qui est particulièrement apprécié des jardiniers parce que c'est l'un des pins qui supporte le mieux la taille pour l'amener justement aux formes en palier, et que par ailleurs ce pin fait preuve d'une grande longévité. Donc pour faire ces arbres à l'aspect nanifié que l'on trouve dans certains jardins, c'est un arbre tout à fait idéal. Le plan d'eau à l'ouest de mes ponts, vous le voyez, est un étang au lotus, Hasu-ike. L'étang au lotus est une représentation du paradis de la terre pure de l'ouest. Donc là, c'est la dimension bouddhique et non taoïste du jardin, dont on apprécie le paysage, en particulier au cours de l'été, quand les fleurs de lotus fleurissent. Je peux rappeler que dans l'amidisme, lorsqu'une personne décède, le Bouddha Amida descend du paradis entouré d'une cohorte de bodhisattvas et il prend l'âme du défunt qu'il dépose dans une fleur de lotus, il s'en remonte au paradis, replante la fleur de lotus dans l'étang du paradis de la terre de l'Ouest, et là, lorsque la fleur s'ouvre, l'âme du défunt renaît au paradis. Et ce motif a été représenté à partir de la fin du XIe siècle assez fréquemment dans les jardins japonais. Si je continue après mes 2 ponts, la partie plane, un peu plus en montant vers le nord, est dite lande de Musashi, du nom d'un site renommé de l'est d'Edo, un lieu de villégiature extrêmement réputé pour son lever de lune d'automne parmi les champs de roseaux. Et la famille Ii, vassale des Tokugawa, était à l'origine originaire de cette région. Donc on a là vraisemblablement un motif de l'histoire de la famille qui est représenté, et on voit là une très belle peinture du XVIIe siècle qui représente les roseaux au premier plan avec une vue sur le mont Fuji à l'arrière, ce qui est une scène de la lande de Musashi. À l'arrière de l'île, en fond de jardin, il y a une sorte de passe encaissée entre des roches imposantes que surplombe un pont nommé le torrent du pont volant. C'est le motif qui est nommé ainsi. Là encore, dessiné à la matière d'une peinture de paysage et mis en œuvre sous la forme d'un paysage sec, d'un kare sansui, ce motif évoque l'image montagnarde d'un ravin
qui mène à quelques ermitages perdus au fond des monts. Alors l'expression torrent du pont volant se retrouve dans un poème chinois de Zhang Shi, un poète du 8e siècle, intitulé « Le torrent aux fleurs de pêcher », Tao Hua Shi, dans lequel le poète évoque le paradis aux fleurs de pêcher, décrit par le grand poète Tao Yuanming, un poète de la fin du IVe et du début du Ve siècle. Je vous lis la traduction en français. Un pont volant, donc on retrouve là les deux caractères de notre intitulé du jardin. Un pont volant apparaît peu à peu à travers la brume. À l'ouest d'un rocher, une barque de pêcheurs. Je demande. Les fleurs de pêcher, tout au long du jour, s'écoulent au fil de l'eau. De quel côté de ce limpide torrent, on a notre troisième caractère du toponyme du jardin, chercher l'entrée de la grotte aux fleurs de pêcher. Alors, cette référence et les notes de la source aux fleurs de pêcher, le Tao Hua Huanzhi de Tao Yuanming, racontent l'aventure d'un pêcheur laïque qui, par accident, va rentrer dans une vallée merveilleuse, une vallée cachée où il y a des immortels, parsemée de pêchers en fleurs. Alors, il écoute le récit des habitants et ceux-ci l'autorisent à repartir à condition qu'il ne dévoile pas le lieu de cette vallée cachée. Mais il s'en retourne dans son pays, il n'arrive pas à garder son secret, et l'empereur vient à l'entendre, et donc il a envoyé toutes sortes d'émissaires pour retrouver ce monde paradisiaque, mais en vain, ce monde idéal, mais en vain. Voilà, le récit en tout cas est très célèbre dans tout l'Extrême-Orient, et il a considérablement influencé la poésie, la peinture de paysage chinoise, qui le plus souvent est une mise en image de la poésie, et par extension, le paysage des jardins, au Japon notamment, où l'on va représenter ces sites merveilleux. Alors, dans le jardin, je reviens à mon jardin, on le voit, on a là, ce qui nous indique qu'on est bien dans ce monde, on n'est plus dans notre monde terrestre, mais on rentre dans un monde merveilleux. C'est en particulier le traitement du sol, jusqu'alors en gravier stabilisé, qui devient ici une grève de sable blanc. C'est même très directement indiqué sur plusieurs documents. Le sable blanc, symbolisant au Japon en particulier, par sa pureté, un monde pur, un monde qui n'est pas souillé par l'homme, par l'humain. Dans le Japon ancien, au 7e, au 8e siècle, au 9e siècle, on a plusieurs récits, notamment dans les grands récits mythologiques, les contacts avec les divinités se faisaient dans des cours de gravier blanc, où l'on pouvait recevoir l'oracle directement. Voilà, le gravier, la pureté, c'est du quartz blanc en fait qu'on utilisait, est associé à un monde qui n'est plus souillé par l'humain. Et on a là un traitement qui n'est pas très éloigné d'ailleurs de celui de l'île dont je vous parlais précédemment, du rivage des grues cendrées, puisqu'on évoque le monde des immortels. Alors, notre ravin du pont volant conduit un petit peu plus loin au pavillon du vide, Kangkyotei, qui est encore une référence à un poème chinois, mais je ne vais pas avoir le temps d'en parler, qui est un petit abri en forme de promontoire, et on est là au bord du lac Matsubara, et donc on avait depuis ce pavillon une vue, à perte de vue, sur le lac et les montagnes lointaines. Je vous montre ici, alors c'est surtout c'est donc une paire de paravents à nouveau, moderne, hein, c'est un peintre Yosong est un peintre de la première moitié du XXe siècle, mais la vue sur la moitié inférieure
et véritablement la vue que l'on avait depuis ce pavillon sur le lac Matsubara et les monts lointains à l'arrière. Montagnes qui d'ailleurs sont enneigées dans cette région du Japon pendant 4-5 mois de l'année. Donc c'est vraiment très beau au début du printemps. Le printemps est là, mais on a les monts enneigés à l'horizon. On aperçoit aussi, bon, c'est un petit point de détail, vous voyez, j'ai cerclé, là on a une petite cabane, c'est un abri pour les barques, pour les bateaux. On a canoté sur ce lac jusque dans les années 10, 20, apparemment. En tout cas, j'ai trouvé quelques documents, quelques anciennes cartes postales qui montrent que l'on canotait encore au début du XXe siècle. À mi-parcours, sur la rive est, donc là on est sur le côté est de notre jardin, il y a le pic du miroir de la Lune, Kangetsu-ho, qui est le point culminant des collines artificielles de cette partie du jardin, aménagé en forme de terrasse herbeuse. Alors on ne le voit pas très bien sur l'image, mais d'autres documents montrent qu'on s'y installait, notamment pour la pleine lune d'automne. Et de là, le soir, on faisait une sorte de pique-nique, on buvait beaucoup d'ailleurs, on buvait beaucoup de saké, on composait des poèmes en contemplant la pleine lune qui se levait, qui se reflétait, donc qui montait derrière les montagnes de l'Est et puis qui se reflétait sur le lac Matsubara. Un peu plus au sud de ce pic, les collines sont traversées par un chemin qui conduit, alors d'abord, vous le voyez en haut de mon image à gauche, à la porte de l'eau. Donc on a là une porte dans le mur d'enceinte qui permettait d'accéder à un débarcadère qui permettait aussi d'aller en bateau, de canoter directement sur le lac à la belle saison. Donc on pouvait aussi faire des promenades sur le lac. Un petit peu plus loin, on arrive, donc c'est l'autre toponyme, au bois des Bodhisattvas, Sattarin, nommé ainsi en raison des deux petits temples que vous voyez, dont les vénérés, les divinités des vénérés, étaient d'une part le Bodhisattva Kannon, donc c'est un des principaux bodhisattvas du bouddhisme, c'est Avalokitesvara, le grand compatissant, et la déesse Benzaiten, déesse du talent et de l'éloquence. Alors, je m'arrête une seconde sur Benzaiten. Benzaiten est une déesse dispensatrice de la fortune, mais elle se trouve aussi inéluctablement au voisinage de l'eau. Voici d'ailleurs deux représentations. Alors, elle est à la fois une déesse musicienne, on le voit, elle a un luth, donc l'association avec ses jardins de plaisance, pavillons dans lesquels on faisait très souvent de la musique, donc est un lien certain. Par ailleurs, le talent, l'éloquence, la bonne fortune, mais son nom sanskrit, Sarasvati, signifie en sanskrit riche en étangs, littéralement. Ce qui rappelle que cette déesse en Inde était à l'origine la personnification d'une rivière divine. Et donc, je pense que c'est bien sûr les origines aquatiques de Sarasvati qui, très tôt, dans l'histoire japonaise, l'ont associée avec une ancienne divinité locale qui se trouvait sur l'île Chikubu, au nord du lac Biwa. Et voilà, je vous montre cette photo. Donc là, j'ai pris ma photo du donjon. On voit au bout une tourelle qui est le bout des fortifications. Autrefois, il n'y avait pas d'urbanisation. En fait, l'eau arrivait vraiment au pied des douves, des murailles du château. Et vous voyez tout au fond, là, cette île en face, c'est la fameuse île Chikubu. Et là, pour les Japonais, depuis la nuit des temps, en tout cas les premiers textes de la mythologie nous parlent de Uga no Kami, l'esprit du talent et de l'habileté.
Et donc, il y a eu un mélange qui se fait sans doute autour du 10-11e siècle entre Benzaiten, qui est une divinité qui vient de l'Inde via la Chine, bien sûr, du bouddhisme, avec ce kami local, cet esprit local du Shinto. Et donc, on a là un kami qui est à la fois local, qui est par ailleurs une déesse de l'eau, et évidemment dans ces terres d'eau que sont le pays d'Omi, hein, où il n'y a que des lacs, des grands étangs, on comprend qu'elle ait été particulièrement vénérée. En contrebas, hein, je redescends de ma colline vers le sud, il y a un ruisseau tortueux qui arrive à une petite rizière. Alors, bon, c'est deux parties de jardin, qui est un motif de la vie rurale, mais très en vogue dans les jardins de daimyo, et qui donnait lieu chaque année, en présence du seigneur, on repiquait le riz, donc dans l'enceinte du jardin seigneurial, et il y avait une cérémonie avec des prêtres shinto au cours de laquelle on rendait culte aux divinités agraires dont on invoquait bien entendu la protection. Alors, je vois que le temps passe très vite. Je vais malheureusement avancer. Bon, on a un très beau pont du Dragon allongé, qui est une transposition directe d'un des 8 lieux du lac Biwa. Celui-ci ne pose aucun problème. Une île aussi casse, je vais passer. Je vais peut-être m'arrêter sur la partie sud. En bordure du parc, on a la haie de la brise printanière, Jumpuretsu, qui est nommée ainsi parce qu'il y a toutes sortes de plantations, de fleurs de printemps, abricotiers de Chine, cerisiers. En fait, cette haie de la brise printanière, vous le voyez, borde, c'est la partie tout au sud du jardin, borde une longue allée qui est une allée cavalière, un champ de course même, baba littéralement, c'est le champ pour les chevaux. En fait, on pratiquait là, chaque année au printemps, les concours de tir à l'arc monté à cheval. On a du reste sur une des peintures très nettement, ici au milieu, représenté des tribunes où le shogun et ses vassaux principaux prenaient place pour contempler ces concours de cheval et de tir à l'arc. On a à proximité des stalles pour les chevaux, hein, qui venaient là pour les différents concours. Et j'ai trouvé un autre plan. Il n'est pas daté, mais il est antérieur à 1791, sur lequel on a d'autres éléments. Donc, dans la partie gauche, au bout de l'allée cavalière, vous voyez, on a un rectangle qui est dessiné, et il est mentionné Mariba. C'est le terrain de jeu pour la balle au pied. La balle au pied est un jeu qui était pratiqué, donc c'est une sorte de football local, si vous me permettez le parallèle, qui était pratiqué au départ par les nobles de Kyoto. On jouait à 8 et le jeu consistait à se passer la balle et on commençait à compter, donc sans que la balle ne touche par terre avec le pied, et on commençait à compter les points à partir de la 50e passe. Ça vous donne une idée de l'agilité des joueurs. Et pour déterminer celui qui gagnait, il y avait certes le nombre de passes, mais aussi la beauté du geste, l'élégance du geste qui était prise en compte. Par ailleurs, de l'autre côté, on le voit, il y avait sur ce plan plus ancien un terrain de tir à l'arc avec une petite maison de thé pour contempler le tir à l'arc. Et donc, bien sûr, le tir à l'arc, là, qui n'est pas monté à cheval, est un des grands, avec le kendo, avec l'art du sabre, évidemment, un des grands arts guerriers du Japon. Alors, 47, oui, on m'a dit de terminer à -10. Il y avait enfin une partie du jardin qui n'existe plus du tout, où il y avait un champ d'abricotiers, donc où l'on allait au printemps
Donc c'est une sorte d'origine de ce qui va être le hanami, ce que l'on fait aujourd'hui sous les cerisiers, où on va contempler les premières fleurs du printemps. On le voit, il y a une petite maison de thé qui est aménagée. Ce que j'évoquais, certains d'entre vous étaient là ce matin à l'autre table ronde sur les jardins. On voit ici des plates-bandes, ce qui est inhabituel dans les jardins japonais actuels, mais il y avait à cette époque-là très souvent des plates-bandes, et là c'est pour des chrysanthèmes. On a les petits chrysanthèmes à gauche et les grands chrysanthèmes à droite. Un petit peu plus bas, tout en bas de mon image, là, il y a un petit abri. Je grossis. Il y avait une exposition de bonsaï, donc d'arbres nanifiés. Et enfin, à l'extrême est-sud-est du jardin, il y avait un petit potager où on cultivait en fait les fleurs que l'on repiquait par ailleurs dans le jardin, ce qu'on va retrouver dans, bien sûr, beaucoup de grands jardins. Voilà, donc bon, il ressort de la présentation que on a là un ensemble d'éléments que l'on retrouve dans la plupart des grands jardins seigneuriaux de l'époque. Le dispositif aménagé autour d'un lac, où s'entremêle un réseau de sentiers de pas japonais. Les pas japonais, là, uniquement lorsqu'il faut gravir les collines. Sinon, on a plutôt des sentiers. Il y a des kiosques, des belvédères, des maisons de thé, voire des petits temples, on l'a vu, qui jalonnent ces parcours, que parsèment par ailleurs différents éléments de mobilier de jardin, comme les vasques de pierre pour se rincer les mains, ou les lanternes de pierre. Il y en a une là, au premier plan, derrière un petit arbuste. Alors, contrairement aux jardins de Kyoto et aux jardins de l'aristocratie, qui eux étaient vraiment conçus, c'était des jardins construits devant l'édifice principal d'une habitation, d'où on avait une vue fixe finalement, et qui étaient des jardins faits pour être contemplés. On a là, on le comprend bien, des jardins que l'on traversait, où l'on a des parcours et où s'enchaîne un ensemble de vues différentes, de points, de landmarks tout à fait intéressants pour la composition du paysage. Bon, je crois qu'il faut que je m'arrête parce que voilà, il y a peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps de... D'abord, je vous remercie pour votre attention. Avons-nous le temps pour une question ou pas? Écoutez, oui. Alors, j'en ai quelques-unes. Alors d'abord, voilà une autre photo ancienne. Mais le jardin actuel est un peu... Enfin, il n'est pas mal, encore. Il y a 4 minutes. Voilà. Donc là, je vous montre un détail du haut pont, qui est un des ponts qui relie une île principale. Donc on a encore... on a les assemblages de pierres, ce qui est souvent, évidemment, la richesse des jardins japonais. Et d'ailleurs, le travail de l'archéologie des jardins est très important parce que depuis les origines, on place les pierres. Et d'ailleurs, dans le premier traité, qui date le plus ancien que l'on connaisse, qui date du XIIe siècle, une des premières phrases, c'est « Concevoir le jardin consiste à dresser les pierres ». Et donc, on structure d'abord le jardin, avant même de parler de plantation, par l'emplacement des pierres, ce qui permet évidemment de retrouver les traces de jardins très anciens. Donc, on a quelques beaux assemblages de pierres. Au niveau de la végétation, alors, on a une généralisation des pins taillés, mais comme je l'évoquais ce matin, c'est plutôt un motif du XXe siècle. Il y en avait beaucoup moins dans le jardin de l'époque d'Edo, où on avait beaucoup plus de pruniers, d'abricotiers, d'arbres à fleurs et de fleurs. Dans les pins taillés, il y a celui-ci qui est très beau. Il est très grand, on ne se rend pas compte, mais il est absolument magnifique. Les maisons de thé n'ont pas grand intérêt.
le jardin a été enfin, est devenu... Les seigneurs I ont loué pour 150 ans un bail pour en faire une auberge. Donc ça a été une auberge jusqu'en 2017. J'ai eu la chance de prendre un des derniers repas d'ailleurs dans cette salle. Mais les maisons de thé, enfin l'intérieur des maisons de thé a été considérablement abîmé pendant toute cette période où on pouvait, c'était des chambres en fait, on pouvait y manger et c'était des chambres pour les visiteurs. Et maintenant, l'ensemble est devenu la propriété de la ville. La famille I a donné le jardin à la ville il y a déjà pas mal d'années. Voilà une vue de l'île actuelle, mais là, plusieurs pierres. Alors, certaines des très belles pierres que l'on a sur les documents ont disparu. Donc, notamment des grandes roches dressées qui étaient dans l'axe de points lointains du paysage. Donc, il y avait des sortes de repères dans le jardin, de lieux sacrés lointains. Ça a disparu dans le jardin actuel. Voilà, c'est un parc public, donc il y a aussi tout le problème, bien sûr, de la fréquence des visiteurs, de l'entretien. J'en parlais avec les jardiniers. En fait, pour nettoyer les feuilles, le jardin, bien sûr, c'est des employés municipaux locaux. Il y a quelques jardiniers, mais même au Japon, ils sont obligés de faire venir de Kyoto, plusieurs fois dans l'année, des jardiniers qui maîtrisent davantage les techniques de taille pour les pins, etc., pour entretenir le jardin. Voilà, c'est à peu près les quelques photos du jardin que j'ai à vous montrer. Oui, monsieur ? Alors, on a quelques noms, on me fait signe qu'il faut arrêter, on a quelques noms, oui, pour les grands jardins de Kyoto, de maîtres jardiniers, mais bon, j'en ai pas parlé aujourd'hui. Jusqu'au XVIIe siècle, ce sont les lettrés, les propriétaires du lieu qui conçoivent leur jardin. Et le jardinier, voilà, c'est le maître d'œuvre. Et donc, c'est l'architecte, c'est le lettré qui est l'architecte de son jardin. Et le jardinier est finalement un homme de main et celui qui maîtrise les techniques d'entretien des plantes, mais il n'est qu'un maître d'ouvrage. Et pour cette période, et pour ce jardin en particulier, on ne sait pas. Je n'ai pas retrouvé de documents qui mentionnent. Bien, merci beaucoup pour votre attention.